Pour ce nouveau récit de vie de Gatéméry, j'ai le plaisir de recevoir Solène Métayer, experte en neurodiversité, qui va vous expliquer exactement ce que veut dire ce concept dans l'épisode. Les neurodivergents sont les personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la majorité de la population, mais représentent tout de même 20% de la population mondiale. J'ai voulu recevoir Solène sur le podcast car, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la diversité, mais je trouve que parfois, ce terme est trop réduit à l'origine sociale, culturelle ou encore au genre, et on parle rarement de la diversité cognitive qui explique pourtant beaucoup de situations compliquées au travail où les personnes ne sont pas forcément à leur place. Solène est canadienne et a un parcours de vie hyper intéressant. Elle a été diagnostiquée autiste à l'âge de 32 ans et avant ça, elle subissait un peu sa carrière, se sentant à côté de ses pompes, comme elle le dit. Cet épisode est une vraie source d'apprentissage car on découvre ce que vit une personne atteinte d'autisme, à la fois ses difficultés, mais surtout tous ses talents dont regorgent les neurodivergents. J'ai adoré la personnalité de Solène et je lui dis encore une fois merci car elle a tout de même accepté de se lever à 5h du matin pour enregistrer l'épisode à cause du décalage horaire. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Solène Métayer. Bonjour Solène. Bonjour, ça va bien? Ouais, super, et toi? Ben oui, ça va bien. Bah écoute, je suis déjà honorée que tu participes à ce podcast à cette heure-là parce que toi, t'es au Canada. T'es où exactement d'ailleurs? Moi, je suis à Montréal, au Québec. Voilà, t'es à Montréal, il est 5h40, tu me disais? Oui, là, il est 5h45, mais ouais. Voilà. Nous, il est 11h45 à Paris. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment trop contente, en tout cas, de te recevoir aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, ça démarre bien ma journée, fait qu'il y a vraiment pas de soucis. Super. Ouais, du coup, j'espère que je vais égayer ta journée, toute ta journée. Ah, ben oui, c'est déjà fait. Super, t'es trop sympa. Alors, toi, Solène, du coup, tu es une experte en neuro-inclusion. Oui, exactement. Est-ce que déjà tu peux nous définir cette notion? Parce que tu vois, enfin moi j'ai vu cette notion, je me suis dit bah ça doit être, j'ai un peu compris, mais je pense que pour les auditeurs, ce serait intéressant que tu définisses cette notion. Oui, effectivement. En fait, neuro-inclusion implique qu'il y a de l'inclusion. Et c'est de l'inclusion de quoi? Ben, de la neuro... Mais en fait, personnellement, je prône l'inclusion de la neurodiversité. Mm-hmm. Donc, la neurodiversité, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctionnements cognitifs des humains. Donc, là-dedans, il y a deux types. Il y a les neurotypiques, donc ceux qui constituent la majorité et qui donc ont un fonctionnement assez similaire généralement. Mm-hmm. Et à côté, tu as les neurodivergents ou neuroatypiques qui, eux, ont un fonctionnement qui, donc, diffère de la norme. Et là, il peut y avoir plusieurs possibilités de conditions. Généralement, on s'entend sur 5 conditions qui sont l'autisme, la douance, le TDAH, tout ce qui est les 10, donc dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, etc. Et puis, le syndrome Gilles de la Tourette. Okay. Donc, généralement, on s'entend sur ces 5-là, mais ça peut varier. Il n'y a pas de définition qui est claire encore maintenant. D'accord, je vois. Et ça, tu vois, en fait, je trouve que c'est des notions dont on entend souvent, tu vois, des personnes atteintes de TDAH, de dyslexie, etc. Mais est-ce que tu sais à peu près combien de personnes ça touche en pourcentage? Ben, en fait, généralement, on estime qu'il y a 20% de la population qui est neuroatypique. 20%? Donc, ça représente quand même une personne sur 5. C'est assez intense. Ah, c'est énorme! Oui, quand même. Et ça, c'est un chiffre du Canada ou de la France ou? Non, c'est mondial. Mais c'est énorme! OK. Oui, quand même. OK, d'accord. Du coup, OK, très bien. Oui, ben c'est ça. Puis vu que je prends l'inclusion de la neurodiversité, c'est-à-dire que c'est l'inclusion de tout le monde finalement, mais d'un point de vue cognitif. Bien sûr. Parce que c'est sûr que on partage des traits, c'est juste que c'est l'intensité et la durée qui va différencier la neuroatypie de la neurotypie. Ouais, non, mais je trouvais ça intéressant et moi je t'en parlais tout à l'heure en off, c'est ce qui m'a intéressé sur ton profil parce que tu sais aujourd'hui on parle beaucoup de diversité et d'inclusion en France et je pense que c'est pareil au Canada hein. Oui, quand même, de plus en plus. Voilà, et en fait on parle en France en tout cas, souvent la diversité, ça va être diversité culturelle, sociale et de genre en fait. Et le reste est pas très très adressé pour être honnête. Et je me demandais toi, quel est le constat que tu fais justement sur cette approche de la diversité? Oui, ben c'est pas mal similaire
l'ère au Québec, on va beaucoup parler de diversité de genre. Ouais. De plus en plus, tout ce qui est ethnie, origine ethnique, c'est ça, les origines ethniques, la couleur de la peau, etc. On va de plus en plus en parler. Mais ça sort assez peu de ça. On va parler un peu maintenant de l'âge également, donc la diversité générationnelle. Mais c'est assez rare qu'on parle de neurodiversité. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à en parler. Je commence à avoir des demandes de formation sans avoir sensibilisé au préalable, mais c'est assez récent finalement. OK. Et du coup, et toi, par exemple, dans les entreprises que tu vois, que tu fréquentes, quel constat tu fais justement de leur approche de la diversité cognitive? Enfin, diversité, oui, cognitive, c'est ça, je peux dire ça ou? Oui. Ouais. En fait, c'est assez, embryonnaire encore. On commence à réaliser que, oups, il y a des différences de gestion, il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est sûr que la pandémie a changé beaucoup de choses parce que les gens travaillaient à domicile, donc ils n'avaient pas besoin de masquer, c'est-à-dire de camoufler leurs caractéristiques neurodivergentes. Donc, de plus en plus, ils se rendent compte que ça me demande beaucoup d'énergie de masquer. Et donc, j'ai pas forcément besoin de le faire. Et là, il y a un clash qui se fait entre le monde du travail et le monde personnel plus. Donc, c'est sûr que ça vient jouer là-dessus, là. Ouais, et ça, du coup, moi, je me pose des questions parce que tu vois, moi, je suis consultante aussi, du coup, en RH, et parfois, je me dis, je sais pas à quel point les personnes qui vivent ces choses-là sont transparentes avec l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Non, mais tu vois, grande question. Ouais, c'est une question que je me pose. Parce que parfois, tu vois, je me dis peut-être qu'il y a une personne qui souffre, en fait. Oui. Et tu le sais pas. Et du coup, tu peux pas le prendre en compte parce que tu ne le sais pas, t'as pas l'info. Tu vois? Oui. Non, effectivement, mais je pense que c'est la même chose en France, mais ce n'est pas à déclaration obligatoire au Canada. D'accord. Non, ce ne l'est pas non plus en France. C'est juste qu'en France, il y a des avantages à le déclarer parce que vous avez un traitement du handicap qui est beaucoup plus fort qu'au Canada. Mais donc, ce n'est pas une déclaration obligatoire. Il faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs personnes qui sont diagnostiquées une fois adultes. Oui. Donc, peut-être qu'elles ne le savent même pas qu'elles sont neurodivergentes. Mais ça, on va en parler, c'est ton cas aussi, donc on va en parler. Oui. Puis il y a aussi le fait que la peur du stigma, de tout ce qui est discrimination est quand même très fort. Il y a beaucoup d'a priori sur ce que c'est que la neurodivergence. Il y a beaucoup de préjugés, donc on a peur parfois de dévoiler son diagnostic ou sa confirmation dans le cas de la douance. Donc ça peut être problématique de ce point de vue-là. Bien sûr. Et tu vois, moi dans le podcast, j'ai une autre émission qui s'appelle Les Tips de Gatéméry où en fait je réponds aux questions des auditeurs. Et un jour, on m'avait posé cette question, une auditrice m'avait demandé la question, est-ce qu'on doit être transparente avec un recruteur quand on est atteint de TDAH? Et tu vois, c'est une question à laquelle moi je sais pas répondre, tu vois, et du coup, j'allais te poser la question à toi. Est-ce que tu penses que les personnes, si on est atteint de ça, est-ce que tu penses que le mieux serait d'être transparent avec le recruteur bien avant d'être embauché du coup? Il y a pas de réponse universelle. Okay. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son confort à le dévoiler. C'est sûr que si on veut des mesures adaptatives, des accommodements raisonnables, là à ce moment-là, il faut le dévoiler parce que ça va un peu de pair. Donc il y a notamment en France tout ce qui est toutes les mesures liées au handicap sont forcément accompagnées de pas du dévoilement du diagnostic parce que vous avez juste besoin d'avoir l'attestation du médecin pour avoir droit à ces mesures-là. Mais c'est sûr que ça aide du point de vue des mesures adaptatives et de la compréhension des gens si on le dévoile. Par contre, c'est pas obligatoire et c'est propre à chacun. Ok, je vois. Très bien. Par exemple, toi, tu dirais sur quel aspect les entreprises devraient être plus vigilantes, tu vois, pour mieux inclure les personnes du coup neurodivergentes? Oui, c'est simplement d'être plus ouvert d'esprit. Enfin, je dis simplement, ça va pas de soi, mais d'être plus ouvert d'esprit, de faire preuve de flexibilité de manière générale, c'est parce que généralement Mais en quoi, tu vois, par exemple, est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui ont été déjà mises en place par des entreprises, que ce soit en France ou au Canada, qui, par exemple, sont des best practices, tu vois, à partager? C'est sûr que on parle par exemple de télétravail beaucoup ces temps-ci. C'est une des mesures adaptatives qui est souvent demandée en matière de neurodivergence. Donc c'est sûr que ça peut être une bonne pratique d'offrir ça à tout le monde. Ça peut être aussi d'offrir des horaires flexibles, d'être. Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Oui. Enfin, qu'est-ce que ça change?
Ben, ça change de pas devoir masquer, comme je parlais tantôt. Oui. Donc, c'est plus facile d'être soi-même et de gérer sa vie en étant en télétravail. Personnellement, c'est une de mes mesures adaptatives. J'en ai besoin du télétravail. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le transport est très anxiogène. C'est difficile d'être entouré de gens. Ça va vite me surcharger. Donc, c'est une façon de m'éviter cette dépense d'énergie-là. Ça peut être aussi de travailler. Par exemple, mon employeur une aire ouverte, donc ça impliquerait que je sois constamment entourée de mes collègues qui parlent, qui jasent, qui chantent, qui travaillent, tout simplement. Donc, ça m'évite cette surcharge-là. Donc, c'est une des mesures adaptatives qui est possible. Sinon, ça peut être un horaire flexible, comme je le disais. Ça peut être plein de choses, finalement. Mais c'est de faire preuve de flexibilité, de s'attarder aux besoins de la personne, peu importe la cause, finalement. Ouais, en fait, de pas standardiser, quoi. Exactement. Ouais. Donc, de s'assurer que tout soit offert de façon équitable, en fait, aux employés. C'est quelque chose qui est pas commun encore, d'offrir autant de flexibilité à tout le monde. Mais ça, à mon sens, c'est quelque chose qui serait vraiment préférable parce que ça enlève le stigma sur la personne qui est neurodivergente. Ça évite aussi des frustrations entre collègues. Pourquoi elle a le droit à ça et pas moi? Donc, ouais, ça permettrait vraiment de favoriser la justice, finalement. Ouais, complètement. C'est intéressant aussi parce que toi, du coup, t'as été diagnostiquée neurodivergente à 32 ans. Oui, non? Oui et non. J'ai eu mon diagnostic de douance à 4 ans. Ah, d'accord. Mais j'ai su que j'étais autiste à 32 ans et c'est là que j'ai réalisé que j'étais neurodivergente et que j'avais vraiment des différences à plusieurs niveaux par rapport aux D'accord. Bah, du coup, ça, on va en parler. Mais juste avant, du coup, c'est intéressant. Je savais pas du tout pour la douance à 4 ans. J'aimerais bien en revenir à toi, tu vois, à ton enfance, par exemple. De quoi tu rêvais quand tu étais petite? T'as des souvenirs d'enfance? Oui, j'ai peu de souvenirs d'enfance. J'ai raté ta question, c'était quoi? En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que quand tu étais petite, t'avais des rêves particuliers? Est-ce que, voilà, tes souvenirs d'enfance, en fait? Comment tu étais? Parce que j'ai vu une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Qu'à 3 ans, tu es partie de la maison toute seule pour aller à l'école, tu vois. Je me suis dit, mais voilà, du coup, j'aimerais bien que tu me parles justement de la Solène petite, parce que tu vois, tu me dis aussi que, moi, je savais pas, mais que t'as été diagnostiquée de douance. Et comment ça se manifestait? Et toi, tu te percevais à 4 ans? Ben, justement, tu racontes l'épisode où je suis simplement partie de chez moi à 3 ans pour aller à l'école qui était en face. Ouais. Ben, en fait, c'est lié à ça, ma confirmation de douance. C'est-à-dire que mes parents ont vu que j'étais vraiment intéressée à aller à l'école. Donc, on fait en sorte que je sois évaluée pour avoir une dérogation pour commencer l'école une année plus tôt. Et c'est à ce moment-là qu'on a constaté que j'étais douée. Donc, HPI, qu'on dit plus en France. Ouais. Donc, c'est là qu'on a constaté, mais ça a pas vraiment changé. Outre le fait que j'ai sauté une année, ça a pas vraiment changé de choses dans ma vie. Je savais que j'avais une intelligence supérieure, que j'étais différente, mais sans plus, finalement, je voyais pas que j'expliquais pas mes hypersensibilités, par exemple, par ça, alors que ça a un lien direct. Oui. Donc, puis ça expliquait pas tout, surtout, hein. J'étais... parce que je reste autiste. Ouais, ben ouais. Donc, il y avait plein de choses que je me sentais quand même à côté de mes pompes, puis ça fonctionnait juste pas, tu sais. Mais je savais pas pourquoi. T'as été déclarée autiste à 32 ans. Du coup, 32 ans, t'as quand même le temps de vivre, hein, tu vois. T'as une vie, je pense, bien remplie. Et comme tu dis, peut-être t'étais à côté de tes pompes. Mais juste avant, du coup, quand t'étais petite, t'avais des rêves particuliers. Tu rêvais d'un métier particulier ou pas? D'un métier particulier, ben ça, j'ai changé, ça allait selon mes intérêts spécifiques. Ouais. Je rêvais de lire constamment, en fait, j'aimais apprendre. J'adore. C'était mon rêve de pouvoir lire constamment et l'école, je trouvais que c'était ennuyant parce que ça allait pas assez vite. Mais donc, mon rêve était d'apprendre tout le temps. Ouais. Mais sinon, au niveau des métiers, ben ça a alterné. J'ai voulu devenir mon Dieu, peu importe c'était quoi en fait, neurochirurgienne ou bref, tant que ça touchait le cerveau. Mais c'est marrant, mais quand même toujours cerveau. Ouais. T'avais quand même un attrait particulier au cerveau, quoi. Ouais, ça a longtemps été un intérêt spécifique. Sinon, c'était à l'astronomie avant ça, donc je vais devenir astronome. Donc il y avait ça a varié beaucoup. Je voulais devenir médecin aussi à un certain moment parce que je m'intéressais à plein de choses qui étaient médicales. Sinon j'ai voulu devenir
spécialiste de l'art, aussi historienne de l'art. Donc, il y a eu plein de possibilités. C'est trop drôle. Ouais, quand même. Ça allait vraiment selon mes intérêts spécifiques. Puis finalement, mais j'ai jamais pensé aux ressources humaines, ça c'est clair. Je voulais pas devenir gestionnaire. Ouais, c'est clair. Mais du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous parles plus de ta vie, toute ta vie professionnelle avant que tu sois diagnostiqué autiste. Tu l'as dit tout à l'heure, tu te sentais parfois à côté de tes pompes. Mm-hmm. Comment ça se manifestait? Comment ça s'exprimait? Et toi, comment tu le sentais? Comment tu te sentais aussi, tu vois? Je me sentais différente. Je me sentais pas à ma place beaucoup. J'ai longtemps travaillé dans le réseau de la santé où il est nécessaire de rentrer dans la case et puis de respecter ce que l'équipe de gestion décide. J'avais peu de parole, de droit de parole en fait. Mm-hmm. Il fallait que je sois vraiment une bonne exécutante et ça me correspond absolument pas. Donc, j'ai été critiquée pour le fait que je disais les choses telles qu'elles étaient. Mm-hmm. Alors, des charges, c'est vrai que j'étais un peu trop raide dans ma façon de le dire. Ça a longtemps été problématique. Mon tact et ma diplomatie, j'ai vraiment des difficultés là-dessus. Sinon, j'avais des difficultés au niveau de ce qui s'appelle la théorie de la pensée. Donc, la théorie de la pensée, c'est de concevoir que l'autre, ce qui est toutes les pensées de l'autre, la façon dont il pense et réfléchit. Et ça, j'ai une lacune là-dessus, forcément. Donc, vrai pour toi? Oui. Ouais, en fait, en gros, juste la théorie de la pensée, c'est genre ce que tu penses pour toi, tu penses que c'est vrai pour les autres. C'est ça, hein? Exactement. Ouais. Et on a la difficulté à concevoir que les autres vont penser d'une façon différente. Donc, ouais, donc j'avais beaucoup de difficultés là-dessus. Je comprenais pas la façon dont les autres pensaient. J'arrivais pas à cerner les raisons derrière leurs décisions. Donc, j'avais de gros conflits là-dessus. Et puis, évidemment, il y avait toutes les... Mais du coup, ça, même, je pense... Oui. Pardon. Non, excuse-moi, je pense que même ça au travail, même dans la vie personnelle, non, ça doit être aussi compliqué, ou pas? Oui, moins parce que je m'entoure de gens qui me ressemblent. Ah, ok. Mais oui, ça reste difficile. Ok. Et tu vois, moi, dans ce podcast, je parle souvent de la traversée du désert. Tu vois, c'est les moments où t'es un peu, tu comprends pas en fait. T'es là, tu vas avancer, et tu sais pas vers où. On peut dire que cette période-là, tu l'as vécue comme ça ou pas? Oui. Je me cherchais beaucoup. J'avais ma carrière dans le réseau de la santé. À côté, j'ai étudié en théâtre. J'ai travaillé, puis je trouvais pas de sens à ma carrière d'une façon ou d'une autre. En théâtre, ça fonctionnait pas. Dans le réseau de la santé, j'étais en ressources humaines, mais je trouvais pas que ça me collait à la peau. Donc c'était puis il y avait toutes les hypersensibilités aussi qui rentraient en ligne de compte là. Je me disais mais c'est impossible que j'ai à travailler dans un environnement qui soit aussi brillant avec des néons et puis je trouvais pas je me disais mais c'est ça le monde du travail, j'ai pas envie d'être part de ça. Puis j'ai eu beaucoup de problèmes psychologiques, donc j'ai été en dépression pas mal toute ma vingtaine. Parce que je collais pas avec ces milieux-là. Oui, c'était une traversée du désert sur tous les plans parce que je comprenais pas pourquoi j'étais aussi différente des autres non plus. En gros, tu vois, il y a tellement de gens qui se sentent du coup à côté de leur pompe parfois, qui se posent vachement de questions sur eux. Oui. Tu vois, je pense que toi, tu t'es posé vachement de questions sur toi en te disant, c'est pas toi qui rentre dans la case en fait. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ta légitimité ou de ta confiance en toi par rapport à cette situation-là? Je pense que oui, non? Ah oui, mais tout le temps. C'est tout le temps. Ouais. Puis j'ai passé ma vingtaine à chercher qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce qui faisait que j'étais si différente des autres. Pourquoi est-ce que j'avais aussi des attentes envers moi-même qui avaient aucun sens parce que je voulais être comme mes amis, travailler autant de mes amis, avoir autant d'activités que mes amis, puis ça marchait juste pas, j'arrivais pas à faire tout ça, j'étais épuisée. Mais je comprenais pas, puis j'ai longtemps cherché pourquoi. Ouais, non, mais je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Je ne sais pas du tout quelle est la situation des personnes qui écoutent ce podcast ou autres dans la vie, tu vois, mais je me dis que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce décalage-là et qui savent pas d'où ça vient. Et donc toi, à quel moment tu es partie te faire diagnostiquer? Comment c'est arrivé? Ben comme je le disais, j'étais en recherche diagnostique quand même depuis pas mal mes 20 ans. Puis on trouvait pas, j'ai vu je ne sais combien de psychiatres, de psychologues, de ci, de ça, et on m'accolait des étiquettes sur le front, puis j'étais oui, mais non, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai eu un diagnostic de trouble anxieux généralisé, de bipolarité, de trouble
enfin de tout et n'importe quoi finalement. Ça collait jamais vraiment tout à fait. Je trouvais que ça expliquait pas tout et ça me satisfaisait pas. Et finalement, puis c'est assez marrant parce que je m'intéressais beaucoup à l'autisme, à l'Asperger plus précisément. Je trouvais que j'étais fascinée par ça. Je me disais mon Dieu, je veux un ami Asperger parce que ça serait tellement simple de communiquer avec les autres. Mais moi, je me considérais pas Aspi parce que j'avais regardé dans le DSM, donc c'est la Bible du manuel diagnostique en Amérique du Nord. Et puis les critères diagnostiques me collaient pas. Je trouvais que je me reconnaissais pas là-dedans, puis c'est assez normal parce qu'en fait ils sont basés sur des garçons, alors que moi j'étais adulte, j'étais femme, mais je me reconnaissais pas là-dedans. Mais pourtant j'avais une affinité sur plein de plans avec cette condition-là. Et puis un jour je suis tombée sur un témoignage d'une femme autiste qui décrivait pourquoi elle avait été chercher son diagnostic. Elle disait qu'elle avait des difficultés avec le non-verbal des gens. Et là, mais c'était moi. Je veux dire, j'avais toujours eu des difficultés avec le non-verbal, je le savais, c'était connu. Et puis là, soudainement, quelqu'un me disait que ça, c'était un signe qu'il y avait de l'Asperger. Donc, c'était vraiment assez fascinant. Et puis, j'en ai parlé puis elle a nié complètement. Elle a nié en bloc. Elle a dit que c'était impossible que je sois autiste. Et puis, j'ai quand même été chercher mon diagnostic et tadam, je suis autiste. C'est fou. Donc, je ne suis pas Aspi parce que, oui, j'ai le diagnostic d'Asperger, mais c'est plus reconnu dans le DSM aujourd'hui. Ça n'existe plus. Mais je suis autiste. Voilà. Non, mais j'ai deux questions. Alors, j'ai une première question sur ce que tu as dit avant. Tu vois, tu vois, quand tu dis, sur tes réactions, le non-verbal, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai travaillé en entreprise et je vois plein de managers et tout, et qui parfois, comme tu dis, par manque d'ouverture d'esprit, se disent, par exemple, cette personne, elle a pas les codes, donc elle n'est pas faite pour le poste, tu vois. Et se pose pas plus de questions que ça. Ben oui. Et ça, je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, effectivement, peut-être qu'ils perdent des talents de fous, des pépites, rien que parce qu'en fait, cette personne ne rentre pas dans l'école. Oui, voilà, ça, c'est juste pas une question, c'était juste une remarque, tu vois. Et du coup, ma question, c'est quand t'as été diagnostiquée, toi, comment tu l'as vécu? Très bien. C'est vrai? Moi, ça a été un soulagement, ça a été une illumination. J'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. J'avais enfin des gens qui me ressemblaient. Donc, j'étais pas l'extraterrestre qui débarquait sur la planète. Là. J'avais des gens qui me ressemblaient. Mais surtout, ça expliquait tout. Je veux dire, ma vie avait enfin un sens. C'était assez hallucinant. Donc, c'était vraiment génial d'avoir ce diagnostic-là. Ça m'a beaucoup soulagée. Vraiment, définitivement. Et comment tu l'as communiqué à ta famille, à tes collègues? Est-ce que c'était facile de le faire? Oui, j'ai eu beaucoup de scepticisme parce que je masquais quand même vraiment beaucoup. Mais ma famille a eu de la difficulté à me croire. Enfin, ils ont accepté parce qu'il y avait pas vraiment le choix, mais ils voyaient pas en quoi ça changeait ma vie, finalement. Bien sûr. Donc, et ce qui est assez paradoxal parce que ma mère est psychoéducatrice. Mais, ils ont eu de la difficulté encore aujourd'hui, ils expliquent pas vraiment. Ils ont de la difficulté à concevoir que c'est un handicap et que j'ai des difficultés en raison de mon autisme parce que c'est pas forcément tout rose non plus d'être autiste. Mes amis, généralement, ça allait bien. La plupart ont bien accepté. On fait, mais je m'en serais jamais douté. Mais voilà, ça s'est bien, s'est bien accepté. Mon copain de l'époque, lui, trouvait que j'étais un peu trop enthousiaste par rapport à ça. Pour lui, c'était un peu honteux. Donc, ça a été assez mal reçu de sa part. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est laissé d'ailleurs. Mais, donc, non, généralement, j'ai eu un accueil assez bien. Au travail, à l'époque, j'étais à la maîtrise, donc je faisais mon master et puis j'étais à la fin, puis ça expliquait pourquoi j'avais eu autant de difficultés à finir mes études. À finir ce diplôme-là. Donc ça a pas vraiment changé de choses parce que j'étais sur la fin, donc ça changeait rien. Puis j'étais en 2 emplois. Donc mon emploi d'après a été en inclusion de l'autisme sur le milieu professionnel, donc ça a été carrément dans cette branche-là, j'ai sauté à pieds joints en neuroinclusion. Donc, ça a changé ma carrière, finalement.
Ouais, ça t'a complètement redirigé. Oui. Juste par rapport à ce cas d'autisme, peut-être même pour moi, hein, et pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement, tu vois, quelles sont les caractéristiques, comment on peut reconnaître que quelqu'un est autiste, ou quelles sont t'en as un peu parlé, hein, tu me disais de manque de compréhension du non-verbal, etc. Et tu m'as un peu parlé aussi des difficultés. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous partager ça un peu plus? Oui, ben on va avoir des difficultés au niveau de la communication. Quoique de plus en plus les études tendent à montrer que en fait, on a un décalage avec les neurotypiques et non pas une lacune au niveau de la communication. C'est vraiment plus un décalage qui fait qu'on se comprend mal. Mm-hmm. Mais parce que entre nous, généralement, on se comprend assez bien au niveau de l'autisme. Bien sûr. Donc, c'est pas forcément une lacune, mais la façon de le concevoir, généralement, c'est qu'on a une lacune au niveau de la communication. Donc, on a des difficultés au niveau des interactions avec autrui. Mm. Donc, on comprend mal le non-verbal. On a des difficultés au niveau de la théorie de la pensée dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça peut jouer là-dessus. Ouais. Sinon, on peut avoir des intérêts restreints, comme le dit la littérature. Donc, nous, on préfère dire des intérêts spécifiques ou des intérêts de prédilection. Mm. Je trouve que c'est moins... c'est plus représentatif de la réalité, c'est-à-dire que c'est des intérêts qui vont occuper beaucoup de place, qui peuvent varier dans le temps et sur lesquels on veut tout savoir. Donc, on veut creuser beaucoup ces intérêts-là et c'est très reposant de travailler sur ces intérêts en question. Donc, moi, ça a déjà été, comme je le disais, le cerveau, ça a été l'art, ça a été l'astronomie. Donc, j'ai varié au fil des ans. Mm. Sinon, ça peut avoir des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est ce qui nous permet de démarrer une tâche, de passer d'un état d'inertie à un autre. Donc, tu sais, de démarrer vraiment de démarrer une tâche. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc, moi, personnellement, j'ai des difficultés au niveau de, par exemple, faire du ménage. J'ai du mal à faire du ménage chez moi. Donc, j'ai de l'aide ménagère payée par le gouvernement. Mm. Donc, ça peut être ça. Donc, principalement, c'est ça. Ça va toucher plein d'autres choses, mais c'est beaucoup ça. Okay. Puis, les hypersensibilités, bien sûr. Ou l'hyposensibilité aussi. Oui. Donc, sensorielle, émotive, on peut vite tomber en surcharge. Ok. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que tu vois, j'écoutais un de tes podcasts que tu avais fait et tu disais justement qu'avant, les gens disaient que tu étais méchante. Oui. Et j'étais là, oh, poor her. Et parce que du coup, il y a aussi ce sujet de savoir déceler l'émotion des autres et même de la vôtre, en fait. Oui, ben oui. Méchante parce que je dis les choses telles qu'elles sont. Je vais pas. Oui, je vais pas enrober les choses. Pour moi, ça a longtemps été un non-sens que de changer mon message pour plaire à l'autre. Je vais dire les choses cash et puis voilà. Mais sinon, oui, mes émotions, j'ai du mal à les cerner. Mm-hmm. J'ai du mal à les distinguer les unes des autres, à définir qu'est-ce que je ressens. Donc, encore plus chez les autres. Chez les autres, c'est quasiment... Je vais les ressentir, mais j'arriverai pas à déterminer l'intensité ou ce que c'est exactement. Mm-hmm. T'as des exemples particuliers là-dessus? Oui, j'ai un exemple, j'allais le dire, mais j'étais avec mon copain, puis je sentais qu'il allait pas bien. Mm-hmm. Je sentais qu'il allait pas bien, il y avait quelque chose qui allait pas, pour moi, c'était comme, ça prenait toute la place. Puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, puis il me dit, ben non, ça va, qu'il y a rien qui se passe, voyons de quoi tu parles, puis ça le fâchait parce que j'insistais. Puis finalement, en fait, c'est qu'il y avait simplement mal au ventre. C'était juste ça. Pour lui, c'était tellement pas important qu'il a pas pensé. Mais pour toi, c'était hyper important, en fait. Mais pour toi, c'était hyper important. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ah, c'est fou. Ouais. Donc, puis chez moi, j'ai dû apprendre avec ma psy à faire, OK, ben là, je ressens ça. J'ai un poids dans la poitrine. Ma respiration est plus rapide. Mon cœur bat vite. Ah, ben, ça doit être de l'anxiété, tu sais. Mm. Mais j'ai longtemps passé du temps avec elle à identifier quelles étaient mes émotions, quels étaient les signes, puis à les associer avec des situations, puis là, OK, ça doit être ça. Bon, d'accord. Mais ce processus mental, ça sera jamais inné, ça va toujours être acquis, ce processus-là. Oui, bien sûr, c'est de l'apprentissage permanent, quoi. Mm-hmm, exact. Hyper intéressant. Et du coup, toi, qu'est-ce que ce diagnostic a changé du coup à ton rapport au travail? Parce que tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, avant tu subissais un peu, tu vois. Mm-hmm. Maintenant que tu sais et que du coup c'est assumé, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au travail? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui? Ça a tout changé.
Le principal, c'est que je travaille plus à temps plein. OK. Je travaille exclusivement à temps partiel, donc c'est un gros changement parce que ça respecte beaucoup plus mon niveau d'énergie. Mm-hmm. Je l'ai dit, je fais du télétravail maintenant, donc je suis toujours à domicile. Et je vais au bureau seulement quand ça me tente. Ça change tout. Oui. Parce qu'il y a plus toute cette pression sociale-là de performer, d'être gentil avec les collègues. Quoique je les aime, mes collègues, là, mais toutes les interactions verbales aussi, donc de devoir comprendre, OK, là, elle essaie de me dire ça, puis c'est tout ce qui est du bruit, tout ce qui est... donc, de me respecter beaucoup plus là-dessus. Je parle presque plus au téléphone aussi. Ah oui? Donc, okay. Même les visios, j'essaie de limiter parce que avec toi ça va. Mais j'ai on l'a coupé pour l'enregistrement, c'est juste pour nous voir. Ouais, mais non. Mais je le fais, mais tu sais, ça va me demander de l'énergie, donc je vais beaucoup plus respecter mes limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre ça tranquille, tu sais, parce que ce matin on aura fait ça. Donc, ça me permet de mieux doser mes activités aussi. Si j'ai une activité de réseautage, par exemple, ben, je vais m'assurer que le lendemain, j'ai rien à mon agenda parce que je vais devoir me reposer. Donc, ça me permet, si je donne une formation, même chose, je vais rien planifier les 2 jours avant puis les 2 jours après parce que je vais être épuisée, je vais devoir me recharger mes batteries. Donc, ça a été le cas vendredi dernier. Je donnais une conférence devant 15 personnes et puis une formation, en fait. Et puis, ben, j'ai passé la fin de semaine à me reposer parce que j'étais brûlée de cette performance-là. Ouais, t'as trop donné, en fait. Ça te... Mais oui, c'est vraiment fatigant. Donc, de respecter mes limites, vraiment, ça a changé tout. J'ai l'horaire flexible également qui me permet je travaille quand j'ai l'énergie. Donc, j'ai un certain nombre d'heures ou de choses à faire pendant ma semaine, mais ça me permet vraiment de respecter mon rythme. Donc, je peux travailler à 4 heures le matin comme je peux travailler à 9 heures le soir. Ça dépend de chaque jour et ça dépend de mes autres activités. Et puis, finalement, l'autre gros changement, c'est que je suis beaucoup plus à ma place. C'est-à-dire que tantôt, je parlais du fait que, ben, toi aussi, du fait que j'étais considérée comme méchante avec de gros guillemets parce que je disais les choses telles quelles puis je disais ma pensée. Ben, aujourd'hui, je suis payée pour ça parce que je suis consultante. Ouais. Et puis, mes clients, ce qu'ils veulent, c'est que je leur dise les choses sans vouloir leur plaire ou tu sais, il faut que ce soit clair, donc je suis payée aujourd'hui pour quelque chose qu'on me reprochait par le passé, donc je suis à une place qui me correspond beaucoup. Ouais, bah du coup c'était la question que j'allais te poser justement sur tu vois, dans ce podcast je parle beaucoup du sweet spot. Tu vois, le sweet spot c'est l'endroit où on sent à sa place justement, on est vraiment à sa place. Oui. Et ce que j'allais te demander c'est justement quelles sont les forces de ta maladie. Enfin, tu vois, en gros, c'est ça. Quelles sont les forces de l'autisme? Parce que je pense qu'il y en a plein. Oui. Ouais. Parce que tu vois, je t'ai demandé les difficultés, mais en fait, en vérité, il y a aussi énormément de forces. Non, mais c'est important de le dire. Quels sont les atouts, des autistes, en fait, pour les recruteurs et pour l'entreprise et pour la vie, en fait, tout simplement? Oui. Ben, déjà, c'est pas une maladie, c'est une condition neurologique. Mais, les forces, ben c'est sûr que ça dépend de la personne. Hein. Il n'y a pas de force universelle. Dès que l'autiste a ça et claque, c'est automatique. Par exemple, on n'est pas tous forts en informatique, on n'est pas tous forts en maths. Oui, on n'a pas tous une intelligence supérieure non plus, c'est pas automatique. Et au contraire, on n'a pas tous non plus une déficience intellectuelle, donc ça dépend vraiment de chaque individu. Mais généralement, on a un souci du détail qui est assez fort. On va remarquer le détail avant de remarquer la vue d'ensemble. Ce qui peut poser problème aussi parce que, par exemple, si j'ai un long courriel puis qu'il y a un reproche dedans, mais je vais rester figée sur le reproche puis je vais oublier tout le reste. Mais ça peut être très utile dans une situation professionnelle où on doit s'attarder aux détails et remarquer les enjeux. Donc, ça peut être vraiment utile. Bien sûr. On va avoir une créativité aussi. Pas tant... ben oui, une créativité en soi, beaucoup d'imagination, mais aussi parce qu'on a une pensée qui est différente. Donc, ça peut changer de la norme, on peut penser à des solutions qui sont inusitées. Donc, ça peut être fort intéressant là-dessus. Ça peut être aussi que ben je le disais, on est quand même, on va dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de sous-entendu ou de deuxième degré. Donc, ça peut être intéressant parce qu'on va dire les choses sans vouloir plaire à l'autre, sans ce désir d'agréabilité sociale. Donc, ça peut être fort intéressant. On a aussi une grande force parce qu'on analyse beaucoup, tu sais, on a appris à faire beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai été recruteur et puis c'était utile d'être autiste parce que j'avais
j'étais habituée à analyser la personne devant moi, à faire OK, ben ça doit être ça, puis donc puis j'avais pas d'a priori non plus, on a peu de préjugés les personnes autistes. Donc c'était vraiment utile. Quoi d'autre? Écoute, il y en a tellement, ça peut... Hyper intéressant. Ouais. Oui, non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est important de le dire. Et donc, toi, en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui, avec tout ce que tu fais? Ben là, j'ai l'impression de changer un peu le monde en faisant de la neuroinclusion. J'adore. Mais sinon, j'ai une autre carrière parallèle en expérience employée. Donc, c'est-à-dire que ce que l'employeur prône soit que les bottines suivent les babines, que ce que l'employeur prône soit vécu par les collaborateurs. Donc là-dessus, ben c'est vraiment utile aussi parce que j'utilise ma créativité, j'utilise mon sens de l'analyse également. Donc je fais des choses qui sont plus en adéquation avec mes forces, avec mes habiletés, avec mes intérêts aussi. Donc, j'ai une carrière qui est multiple. Donc, bien sûr, je fais plein de choses. J'ai pas un seul emploi où est-ce que je dois faire toujours la même chose. Ça varie beaucoup. Pardon. Et puis, ça va me permettre de creuser chacune de ces sphères-là. Donc, j'ai une carrière qui est beaucoup plus à mon image. Trop bien, génial. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui, par exemple, se sentent un peu à côté de leur pompe, soit parce qu'ils sont neurodivergents ou pas, hein. En général, quel conseil tu leur donnerais? D'être eux-mêmes, c'est quand même important. De pas se sentir... on est tous valides, hein. On n'a pas... il y a pas de mauvaise façon de se sentir non plus ou d'agir. Mais enfin, d'agir, ça peut... On reste en société, mais quand même de se sentir authentique, puis c'est valide, c'est ce qu'on ressent vaut la peine. Et il y a pas de... C'est pas un concours, c'est pas... On n'a pas à fitter dans la boîte non plus. Donc, de pas... de s'écouter finalement, puis d'être à l'écoute de soi, de ses limites. Super. Ouais. Donc, puis de trouver un environnement qui nous convient aussi. C'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on réussit moins bien à un endroit qu'on réussira pas à l'autre place. Quand je parlais de justement le fait que mon franc-parler était problématique à un endroit, mais maintenant aujourd'hui je paye pour, ben c'est ça, c'était un défaut avant, puis maintenant c'est une qualité. Tu sais. Ah, clairement. C'est juste l'environnement qui a changé. Carrément. Merci beaucoup, c'est top. Et du coup, je rectifie d'ailleurs mon erreur de tout à l'heure où j'ai parlé de maladie, donc c'est pas une maladie. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est important parce que tu vois, parfois, parce que moi je suis pas expert du sujet, donc c'est pas une maladie, donc c'est ouais. Merci beaucoup pour la correction. Alors là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gathéméry. Est-ce que tu peux me dire, Solène, pendant tes différentes transitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter? La plus grande peur, c'est de pas être légitime. Je me sentais invalide de ressentir ce que je vivais, puis je me sentais inadéquate. Donc d'être rejetée aussi, j'ai très peur de ça. Comment je l'ai surmonté? Ben j'ai trouvé un environnement qui me convient mieux, qui est plus en adéquation avec qui je suis. Et puis je me suis entourée de gens qui me rassurent, qui ne me rejettent pas. Ça semble simple dit comme ça, là, mais c'est pas donc des gens qui me ressemblent et puis qui m'acceptent tel que je suis. D'accepter des gens authentiques puis de faire le ménage autour de moi, d'enlever les relations toxiques, ça fait du bien. Clairement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh, bonne question. Yeah, je pose toujours des bonnes questions. Je rigole. je rigole. Que on n'est pas obligé c'est pas obligatoire que ce soit difficile. Ça peut être facile. Donc on peut changer les choses pour que ce soit facile. Ça a été j'ai le droit de faire ça pour vrai. Waouh, ça a beaucoup changé. Je vois. De se dire qu'on n'est pas toujours dans l'adversité, quoi. Exact. Je comprends. Trop bien. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Que j'ai le droit d'exister. Ouais. Que j'ai pas ma place au soleil et que je suis une bonne personne. Que chacun a droit à sa place au soleil. Je pense que c'est ça, incluant moi. Là. Ça a été
ça a été long à accepter ça. Quelle est ta plus grande fierté? De ne plus être en dépression depuis quelques mois. J'ai été en dépression depuis mes 20 ans jusqu'à tout récemment, donc quand même plus de 15 ans. Et puis ça, d'avoir réussi à m'éloigner de la dépression est un gros succès dans ma petite vie. Ouais, félicitations. Ouais, c'est vrai. Tu peux être fière. Quelle serait une vie réussie pour Solène? C'est une question que je me pose encore. J'ai pas encore tout à fait une réponse, mais de me sentir à ma place, de changer la vie des gens, ça peut être une partie de la réponse, quoique c'est pas la seule. Mais de juste, je parlais de dépression tantôt, donc de ne pas être en dépression, pour moi, c'est un gros facteur de succès, mais un gros signe de succès. Mais de respecter mes limites puis d'être authentique, je pense que c'est un gros signe de succès. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Qu'est-ce qui te fait grandir? D'apprendre toujours, apprendre constamment. Si je n'apprends pas, je dépéris. Donc d'apprendre sur les gens, d'apprendre sur le monde, d'apprendre sur les idées. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans ma vie. Et si tu devais te définir par une valeur, ça serait laquelle? L'authenticité. Et est-ce que tu as un livre à nous partager? Un livre qui t'a, tout à l'heure, tu as dit que tu rêvais de lire toute ta vie. Je pense que tu as lu plein de livres. Est-ce que tu as un livre à nous partager, un livre qui t'a marqué dans ta vie et que tu penses qu'il devrait être lu par tout le monde? Je suis née un jour bleu de Daniel Tammet. Donc ça a été assez important comme lecture. C'est un autiste qui partage lui, il est surdoué, ça n'a aucun bon sens, mais il est synesthète également. Donc, il partage sa vie. Donc, ça a été une lecture assez importante. Sinon, je parlais d'un livre, d'un témoignage d'une femme autiste qui avait changé ma vie, qui m'avait menée au diagnostic. C'était Marie-Josée Cordeau, qui a écrit Derrière le mur de verre. Je ne sais pas. Ce livre-là est difficile à trouver. Il a été discontinué, mais si vous mettez la main dessus, c'est vraiment important comme lecture. Ok, pour comprendre l'autisme au féminin, là, ça fait vraiment une différence. Je vais chercher, je vais mettre les références pour ceux qui sont intéressés, et puis même moi, je pense que ça peut soit qui peuvent m'intéresser. Oui, je te les enverrai aussi. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose que tu aimerais ajouter, ou une question que je ne t'ai pas posée dans cette riche conversation. J'ai beaucoup appris. Merci encore. Non, mais c'est vrai. Un mot de la fin. Soyez vous-même, soyez authentique. Vous avez votre place dans le monde et puis vous êtes valide. Je pense que c'est important. Trop bien. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, ça sera où? Moi, je t'ai contacté par LinkedIn. Oui, LinkedIn est vraiment le meilleur moyen de me joindre et de me suivre. Donc, n'hésitez pas. Je suis toujours là. Super. Écoute, je te remercie Solène, c'était trop cool, vraiment. Mais oui, non, merci. mais c'est vrai, j'ai beaucoup appris et j'espère que tu as apprécié ce moment aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais, super. Écoute, je te remercie. Juste, merci, à bientôt. D'accord. Merci, bye bye.